avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Est-ce que allaiter aujourd'hui c'est féministe ou pas ? Est-ce que c'est un symbole d'empouvoirment, de reprendre la main sur son corps, voire de même de légitimer une certaine puissance féminine ? Peut-être. Ou est-ce que au contraire c'est un symbole de servitude, un symbole de soumission à l'enfance, à ce qu'on attend de la mère, une certaine essentialisation du rôle de mère ? Peut-être aussi, je ne sais pas. Et j'avoue être pas le meilleur pour en parler, et pourtant j'ai eu le plaisir et la chance d'être convié à une table ronde organisée par Alison Cavaillé, la fondatrice de la marque Tajine Banane. Une table ronde lors d'un événement qu'elle a nommé Saint sur scène. C'était la 2e édition de cet événement-là. Et justement, le sujet, c'est allaitement et féminisme. Alors, cette table ronde sera animée par Flo Selvetilion. Merci beaucoup pour cette animation et pour cette chouette introduction qu'elle fait en rappelant l'historique de l'allaitement. Moi, je vais juste... Donc, je participe à cette table ronde, certes, mais je vais juste vous dire qui est présent par ordre de prise de parole afin que vous puissiez reconnaître les personnes qui parlent. Bien entendu, c'est l'animatrice qui prendra soin de les présenter, donc je ne vais pas aller plus dans le détail et je ne vais pas non plus vous dire à quel moment je prends la parole, puisqu'a priori, ma voix, vous allez la reconnaître. Alors donc, par ordre de prise de parole, vous pourrez écouter pendant cette table ronde Alison Cavaillé, Flo Selvetilion, Aurélia Blanc, Carole Hervé et Juliette. Juliette, vous pouvez la retrouver sur les réseaux @Juliette_JNSPC. Je remercie beaucoup la marque Tajine Banane, représentée par Alison Cavaillé, pour l'engagement qu'elle peut avoir au quotidien et aussi pendant cette semaine de l'allaitement qui s'est écoulée et au bout de laquelle on a eu cette table ronde. Donc là, vous écoutez cet épisode qui sort le 17 novembre, donc c'était il y a quelques semaines. Je la remercie parce que c'est grâce à des actions comme celles qu'elle mène, soit au travers de ses propos personnels ou au travers de sa marque, que l'on peut aujourd'hui avoir une société qui évolue sur la normalisation de l'allaitement maternel, et ça c'est chouette. Et bien entendu, toujours avec cette espèce de fil rouge de ne jamais être dans l'injonction d'allaiter, puisqu'il faut respecter le choix. Et justement, le choix, on va beaucoup en parler pendant cette table ronde. Il est temps maintenant pour moi de clore cette introduction et de vous laisser écouter ce chouette moment. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu à ce petit talk, très intimiste comme vous pouvez le voir. Ça nous fait, je dis ça nous, je pense que c'est tout le monde, ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Je vais laisser la parole à Flo, qui ce soir va être un petit peu là, comment on dit, speaker, ouais, qui va nous poser les questions. Et si, ce sujet est mis sur la table, c'est parce que c'était vraiment une volonté de ma part de me poser la question. En fait, à la base, j'ai posé cette question à mon équipe, genre qu'est-ce qu'on en pense ? Et comme j'avais pas la réponse, je me dis on va vraiment se poser la question. Donc là, je suis un petit peu comme vous ce soir. J'ai envie d'avoir des réponses, donc je suis presque plus là. Limite, il faudrait que je me sorte là, mais je peux pas, donc je vais être là. Mais voilà, on va se poser ces questions-là, et puis j'espère qu'on aura des réponses à la fin de l'heure, même si on n'aura pas la science infuse. Et merci, et puis bonne soirée, et à tout à l'heure. Bonsoir à toutes, parce que je crois qu'il n'y a que des femmes. Déjà, merci beaucoup à Tajine Banane d'avoir organisé donc Saint sur scène édition numéro 2. Je vais présenter un petit peu, je vais déjà me présenter, pardon. Donc moi, je suis Anne-Florence Selvetilion, donc dite Flo, parce que j'aime pas mon prénom. Et je suis journaliste, et je suis aussi autrice notamment d'un livre qui est sorti en mai dernier chez Erol, qui s'appelle Mes seins, mon choix, où je parle exactement du sujet qui nous intéresse ce soir, à savoir l'allaitement dans la société française et notamment le lien avec le féminisme et la façon dont effectivement l'allaitement divise toujours les féministes aujourd'hui. Je vais présenter les autres intervenants, donc Alison Cavaillé, fondatrice de Tajine Banane. On a Juliette Bécard qui est créatrice de contenu, photographe et maman. On est tous parents, mais là c'est visible. Carole Hervé, donc, qui est conseillère en lactation IVCLC et autrice également, donc notamment de Choisir d'allaiter, qui vient de sortir. Aurélia Blanc, qui est journaliste chez Cosette et aussi autrice Tu seras un homme féministe, mon fils, et tu seras une mère féministe, qui vient de sortir. Et Cédric Rostin, donc podcasteur pour Papatriarcat et auteur aussi, on a beaucoup d'auteurs ce soir, qui a sorti Tu vas être papa, voilà, en janvier dernier, c'est ça que tu me dis, janvier dernier. Voilà,
Avant qu'on discute un petit peu tous ensemble, du coup, effectivement, le lien entre l'allaitement et le féminisme, je vais vous faire un petit retour historique sur la question. Il faut savoir qu'en France, on a un lien avec l'allaitement qui est très différent de nos pays européens voisins, du fait notamment de l'allaitement mercenaire. Alors l'allaitement mercenaire, vous connaissez peut-être pas ce terme, tout simplement ça désigne l'allaitement par des nourrices allaitantes. Je vois que quelqu'un connaissait, bravo. Et pourquoi c'est différent? Mais en fait, en France, on a eu des nourrices allaitantes très tard, jusqu'au début du XXe siècle, ce qui n'était pas le cas, par exemple, en Angleterre ou en Allemagne. Et c'est vrai que du coup, alors souvent, on pense que ces nourrices allaitantes, c'était quelque chose d'assez anecdotique ou de réservé aux nobles, aux bourgeois, à la royauté. C'est pas du tout le cas. Faut savoir que dans les grandes villes comme Lyon ou Paris, c'était vraiment la norme, en fait, de ne pas allaiter son enfant soi-même et de l'envoyer en nourrice. Et ça concernait toutes les franges de la population. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple très parlant, en 1780, il y a eu 21 000 bébés qui sont nés à Paris. 19 000 ont été envoyés en nourrice dans d'autres régions. 1000 ont été allaités par une nourrice à domicile, donc là, effectivement, c'était des bourgeois. Et 1000 ont été allaités par leur mère. Donc sur 21 000, c'est quand même incroyable. Voilà. Donc pour dire que vraiment, cette histoire avec les nourrices, elle est intrinsèquement liée à l'allaitement. Et il y a eu, dans l'inconscient, vous allez voir, il y a des liens qui sont encore persistants aujourd'hui. Parce qu'envoyer son enfant en nourrice, alors déjà, selon ses propres revenus, sa classe sociale, c'était très différent. Plus on était pauvre, plus on envoyait son enfant loin. Et malheureusement, le taux de mortalité était de 71% avant 1 an. Donc envoyer son enfant en nourrice, c'était malheureusement, on savait qu'on ne le reverrait probablement pas. C'est vrai qu'on a associé dans l'inconscient allaitement à mortalité. Et c'est quelque chose, même si on ne le sait plus aujourd'hui, qui est quand même resté et qui explique un petit peu la crispation qu'on a sur les questions d'allaitement aujourd'hui. Alors pourquoi cette mortalité? Déjà, le transport pour aller jusque chez les nourrices était très compliqué. C'était des carrioles, il faisait froid, les bébés pouvaient tomber. Enfin voilà, vraiment, c'était vraiment pas pensé pour les enfants. Une fois là-bas, s'ils tombaient malades, on le soignait pas parce que faire appel à un médecin, c'était trop cher. Il y avait aussi des accidents domestiques avec le bétail, par exemple, qui à l'époque parfois rentrait dans la maison. Les nourrices, elles faisaient pas qu'allaiter, elles partaient au champ, elles laissaient le bébé, il y avait le foyer ouvert, etc. Donc malheureusement, il y avait un taux de mortalité excessif. Mais c'est vrai que du coup, au début du XXe siècle, toute cette histoire de nourrice, ça a vraiment décru parce qu'on a eu les premiers laits pasteurisés, les premiers laits infantiles pasteurisés et les premiers biberons stérilisables. Alors, il faut savoir qu'en fait, ces nourrices, elles allaitaient pas toujours. Elles devaient allaiter, mais parfois, elles donnaient du lait de vache cru, coupé à l'eau, ou alors de la bouillie, dans des biberons qui étaient en fait des espèces de biberons en verre, mais avec une tige en caoutchouc qui était très longue et qui était absolument pas lavable, donc colonisée par des bactéries, et on les appelait tout simplement les biberons meurtriers. Et donc, voilà, quand les premiers laits pasteurisés arrivent sur le marché et les biberons avec, comme on les connaît aujourd'hui, avec les petites tétines en caoutchouc, et voilà, c'est une libération en fait. C'est enfin une alternative sûre à l'allaitement. On n'a plus besoin d'envoyer son enfant très loin. On peut le confier à sa voisine ou à sa grand-mère, ou peu importe, et le récupérer le soir, selon un schéma qu'on connaît très bien maintenant aujourd'hui, qu'on fait tous, et c'est même d'ailleurs le début des crèches à ce moment-là. Pour vous parler un petit peu du lien avec le féminisme. Donc à cette époque, au début du XXe, les féministes étaient globalement très pro-allaitement. Ça peut surprendre, mais en fait, on voit qu'en un siècle, il n'y a pas eu tellement de différence parce qu'elles militaient déjà pour les aménagements du temps de travail quand on allaite, pour des créations de chambres d'allaitement dans les usines, pour un congé d'allaitement. Et il faut savoir que tout ça, elles ont eu gain de cause. Donc elles ont réussi à avoir tout ça. Alors tout n'était pas vraiment appliqué dans les faits, malheureusement. Mais en tout cas, au niveau de la loi, l'État avait approuvé. Il y avait aussi, par contre, quelques féministes qui n'étaient pas, qui étaient plutôt antinatalistes déjà et anti-allaitement. Pourquoi? Parce que pour elles, l'allaitement, ça entravait l'émancipation de la femme. C'est un thème qu'on retrouve après la Seconde Guerre mondiale, avec un nouveau courant féministe qui, en fait, fait référence à la France de Vichy. Il y a eu cette image de la mère servile, très sacrificielle, qui vraiment restait à la maison et devait servir sa famille et ne rien faire d'autre. Et les femmes ont rejeté cette image-là, évidemment, après la guerre. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu ce courant féministe qui était vraiment grâce au biberon, en fait, la libération apportée par le biberon. Les femmes n'étaient plus obligées de rester chez elles. Donc, on a commencé à moins allaiter, tout simplement. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les médecins, donc comme ils avaient
ils avaient travaillé pour créer des laits infantiles sûrs. Ils se sont dit, on va appliquer les mêmes règles à l'allaitement. Donc, c'est-à-dire que tout à coup, il fallait allaiter toutes les 3 heures, pendant 10 minutes, pas plus, se stériliser les seins, les désinfecter. Alors, évidemment, les femmes qui voulaient allaiter, elles trouvaient ça hyper contraignant, parce que c'était pas du tout physio. Donc, à ce moment-là, évidemment, le biberon avait la côte. Et puis... Les figures de l'époque, comme Simone de Beauvoir, elle parlait vraiment voilà, il y a une phrase célèbre qui dit « c'est une servitude éprouvante d'allaiter ». Alors, il faut savoir qu'elle est revenue sur ses propos 30 ans plus tard, mais ça ne s'est pas tellement su. Alors, Simone de Beauvoir n'a pas eu d'enfant. Donc, elle a beaucoup parlé dans le deuxième sexe de maternité et d'allaitement, en étant très critique, en prêtant des émotions, en disant voilà, ces femmes étaient malheureuses comme les pierres, elles avaient très mal, etc. Et donc elle est revenue sur ses propos en disant finalement voilà, effectivement je n'étais pas à leur place, je ne savais pas, et surtout je pense que je me suis trompée et qu'on peut être heureuse en étant mère et qu'on peut trouver du bonheur à allaiter. Alors, dans les années 70, il y a eu un autre courant féministe, un peu plus essentialiste. On comprend en fait dans le contexte post-révolution sexuelle, de retour à la terre, prise de conscience écologiste. On a commencé aussi à se rendre compte des bienfaits de l'allaitement parce qu'il y a eu plus d'études à ce niveau-là. Donc les femmes ont décidé se sont dit après tout, allaiter c'est plutôt pas mal. Ça permet de s'affranchir des liens avec les industriels du lait. Donc il y a eu tout un courant dans les années 70 qui était plutôt pro-allaitement et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, on en est toujours là. Il y a toujours un courant plutôt anti et un courant féministe plutôt pro-allaitement. Voilà, donc c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. J'ai fini le petit rappel historique, on va donc discuter ensemble. Moi, ma première question pour vous, c'est est-ce qu'allaiter est un acte militant ? on te regarde. Bonsoir déjà. Est-ce qu'allaiter est un acte militant ? Je dirais que allaiter publiquement est un acte militant. En fait, allaiter dès lors qu'on doit se battre entre guillemets, pour pouvoir le faire, c'est un acte militant. À partir de là, donc, ça peut être un acte militant, mais à mon sens, ce n'est pas en soi non plus nécessairement un acte militant et on peut être très féministe, allaiter et ne pas placer son militantisme là pour autant, me semble-t-il. Finalement, c'est plus une question d'expérience qui nous amène à militer. Peut-être quand tu es face à des préjugés. Je pense que c'est l'adversité, en fait, les jugements, les difficultés, les entraves auxquelles on doit faire face dans un certain nombre de situations qui font de cet acte un acte militant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a des femmes, j'en connais, pour qui ne pas allaiter peut aussi être un acte militant, en fait. Donc, mais effectivement, dans le contexte social qui est le nôtre, je pense que allaiter sans être chez soi, donc on dit allaiter publiquement, en réalité, en général, on est juste là, dans l'espace, en fait. Oui, ça peut être un acte militant, effectivement, de fait. Il faut se défendre pour déjà réussir à démarrer, à installer un allaitement et puis on a un congé maternité qui est tellement court que se projeter au-delà des 10 semaines classiques de congé maternité, c'est pas du tout évident. Et de ce fait, quand on a des mamans qui dépassent le calibrage du congé mat et qui vont un petit peu au-delà, eh bien elles attirent la surprise, l'étonnement et quelques remarques. Et malheureusement, il faut qu'elles soient super déterminées pour s'affirmer et pour réussir à prolonger cet allaitement qui est devenu une évidence parce que c'est souvent le démarrage peut être assez fragile pour beaucoup d'entre nous et quand on arrive aux 3 mois ça devient sympa, on sait même pas pourquoi on allaite, on trouve ça génial et on a envie de continuer et là on a toute la pression de la société qui dit mais t'allaites encore, mais quand est-ce que t'arrêtes, mais tu vas pas pouvoir te reposer et puis il faut qu'il fasse ses nuits et puis donne un biberon ce sera plus facile et c'est là qu'on finit par bifurquer vers une forme de militantisme ou en tout cas on a besoin de s'affirmer, de dire mais laissez-moi tranquille, laissez-moi m'exprimer dans mon maternage comme je le souhaite. Donc, je ne pense pas que les mamans vivent l'allaitement comme un acte militant au départ, mais finalement, elles sont tellement obligées de se défendre et d'affirmer leur identité de mère allaitante. Et j'admire beaucoup cette dynamique de la marque Tajine Banane qui affiche et qui crée cette communauté, cette tribu. Et maintenant, pour pouvoir réussir à allaiter, on a besoin d'une communauté, on a besoin de se reconnaître parmi des pairs. Et c'est là que ça devient militant. Et ça devient militant soit avec humour et délicatesse, ou au contraire, une personnalité plus affirmée. Est-ce que c'est un acte militant ? J'en sais rien. Certaines personnes vont le faire. Là, le magazine Parents relançait une pétition pour allonger le congé maternité parce que on n'a toujours pas compris comment aider les mères à allaiter et à s'épanouir dans leur allaitement en France. C'est mon petit point de vue.
Bonsoir tout le monde. Alors moi, je voudrais bien réagir aussi à ça. Alors moi, j'ai un point de vue d'homme, hein, donc voilà, ça vaudra ce que ça vaut. Mais moi, j'ai l'impression qu'au niveau de la société, il y a en effet un certain militantisme, non pas forcément dans le fait d'allaiter, mais le fait d'avoir un choix libre et éclairé. Tu vois, c'est que aujourd'hui, enfin depuis de nombreuses décennies, hein, c'est quand même le biberon qui a été mis en avant en France pour différentes raisons, qui a été mis en avant par des hommes aussi, parce que ça sert aussi d'autres systèmes, outre le système patriarcal qui a servi à la femme, il y a aussi le système capitaliste et il faut renvoyer les femmes au boulot. Il y a aussi ça qu'il y a derrière. Et moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que l'idée, c'est surtout d'avoir un libre choix. Parce que l'allaitement, c'est militant, oui, en effet, au niveau de la société, mais après, au niveau individuel, il y a tellement de cas possibles. On peut avoir une mère qui veut allaiter parce que personne n'a allaité dans sa famille. Ok, et puis on peut aussi avoir une mère où tout le monde a allaité dans sa famille. On peut même ressentir une certaine pression sur le sujet. Et elle, pour des raisons qui la regardent, elle va donner le biberon. Donc en fait, le militantisme, il va être, au niveau individuel, il va être très dépendant de l'histoire et de l'expérience de chacune, je pense. Par contre, au niveau de la société, je pense que c'est évident que, encore une fois, j'ai l'impression que ça concerne beaucoup de sujets qui concernent les femmes. Ça sera à vous de le dire, mais encore une fois, c'est une question de libre choix éclairé. Et bien sûr, comme tu l'as souligné, Carole, il y a aussi ce sujet, et Aurélia d'ailleurs aussi, d'allaiter dans les lieux publics, quoi. Ça, c'est allaiter partout, tout le temps. Là, par contre, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose, sur un acte qui est militant, qu'on en ait conscience ou pas. À ce moment-là de la table ronde, une personne du public prend la parole pour exprimer que ça serait peut-être bien qu'on précise qu'on parle d'allaitement au sein, parce qu'il y a d'autres formes d'allaitement, et pour pouvoir inclure tout le monde, ou en tout cas que personne ne se sente exclu. Là, si on parle d'allaitement au sein, il y a un deuxième militantisme aussi, justement, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'invisible. C'est toutes les mamans qui vont tirer leur lait, donner au biberon, et qui vont se retrouver dans... Moi, je dis toujours, elles se retrouvent un peu le cul entre deux chaises, c'est qu'elles se ressentent pas concernées par le bib, elles se sentent pas concernées. Et moi, la première, je communique tous les jours, et tout le temps, et ça m'arrive très souvent, je me dis, je communique pas assez sur le tir-allaitement, sur l'allaitement au biberon. D'ailleurs, il faut que je fasse un post la semaine prochaine sur ça. Pourquoi ? Parce que ça rentre pas vraiment dans les mœurs. C'est quand on dit, mais t'allaites pas, tu donnes le bib. Si, j'allaite, etc. Et moi, par rapport à cette question-là, l'allaitement est totalement devenu militantisme pour ma part. Et ça l'est devenu, en fait, avec le temps. Et je vais pas faire une rétrospective de la marque parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais en bref, quand j'ai lancé Tajine Banane, je n'avais en fait, j'ai pas lancé la marque en me disant je vais révolutionner le game, on va faire allaiter partout tout le temps, etc. Parce que pour moi, c'était pas un sujet. J'avais jamais eu de galère d'allaiter dans l'espace public, et pourtant j'ai allaité un enfant, ma fille, je l'avais allaité 18 mois, etc. Ça ne m'est jamais arrivé, j'ai jamais ressenti ce regard. Et c'est en créant une fringue pratique, parce que je m'étais fait opérer, donc quelque chose de bateau quand on voit tout ce qu'il y a derrière maintenant, que j'ai commencé à recevoir un message. Et le premier message que j'ai reçu, ça faisait une semaine que j'avais lancé mes premiers t-shirts, et il y a une maman qui m'a envoyé un message, j'ai été, mais je pense que j'en tremble encore, genre carrément effondrée, de me rendre compte. La maman m'avait écrit merci beaucoup, ça faisait plus d'un mois et demi que je n'étais pas sortie de chez moi, je suis sortie avec le t-shirt et tout, et je peux aller dehors. J'étais qui n'est pas sorti depuis un mois? C'était un message, 2 messages, 3 messages. Ça fait 4 ans que je reçois des messages comme ça, et 4 ans que je reçois et je partage pas tout, parce que justement j'ai une communication qui est positive, parce que je pense que je serais je sais pas, je pense que je partirais en dépression si je partageais tous les trucs négatifs que je reçois. Et puis en plus, l'idée, c'est pas de décourager les gens de le faire. Mais encore hier, j'ai reçu un message d'une maman qui était dans un restaurant. Elle est partie changer son bébé sur la table à manger. Et là, donc elle avait les mains pleines de caca, petite couche explosive, tu connais. Et là, en fait, elle se retrouve les mains dans la merde. Et il y a un mec qui passe à ce moment-là qui dit mais ça sent mauvais et tout. Elle dit désolé. Et il lui dit vous pourriez au moins fermer la porte. En fait, techniquement, je peux pas. J'ai mon bébé sur la table à manger, mais s'il vous plaît, vous pouvez fermer la porte. Et là, il fait non, mais je vais pas vous fermer la porte. Déjà, je vous ai vu sortir votre sein là pendant 1 heure à l'allaiter comme ça et tout, et là maintenant ça pue la merde, c'est pas un endroit pour les restos. Et elle m'envoie ça comme ça. Je suis dans mon lit, je dis vous lui avez dit quoi, vous en avez fait quoi, et qu'est-ce que tu veux faire? Donc en fait toutes mes journées sont dictées par un militantisme, parce que on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix que de faire passer des messages, on n'a pas le choix que de rassurer les mères à tenter l'allaitement, et de se dire que c'est pas une poignée de cons qui vont faire changer les choses, et de pouvoir se dire qu'il faut une safe place, il faut en parler, et comme tous les sujets, il faut se les approprier. Et je pense qu'il y avait quand même un vrai besoin en France d'entendre et de réaffirmer ce droit. Et nous, on arrive à le faire. Plein d'autres personnes arrivent à le faire. Des professionnels de santé arrivent à le faire. Tout le monde le fait, en fait, en simultané.
Et je suis persuadée que ça ne sera plus un sujet dans quelques années, je ne dis pas dans 2 mois, mais ce sera forcément plus un sujet parce que c'est juste pas humain, pas naturel d'aller envers ce droit-là. Donc à un moment donné, ça va forcément passer, mais il faut y aller un petit peu, quoi. Oui, je voulais juste rajouter que je pense que le militantisme, au-delà de l'allaitement, c'est aussi juste la place de l'enfant dans l'espace public. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'allaiter qui est compliqué, c'est juste qu'il existe et qu'en fait, ça emmerde beaucoup de gens. Parce que voilà, un enfant, bah oui, ça fait caca, ça fait du bruit, et en fait, ça saoule plein de gens. Donc, je pense que la question, elle est presque plus large. Et même sur est-ce que c'est féministe ou pas d'allaiter, moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est féministe ou pas juste d'avoir un enfant? La question, elle est presque... Vous avez la nuit ou pas? Parce que là, ça parle. Mais c'est ça, en fait, au final... Le jour justement où on est, moi aussi je pense qu'on y arrivera, on n'aura plus besoin de militer et ce sera plus militant et ce sera voilà. Mais justement tu parlais du côté féministe, c'était ma deuxième question. Est-ce qu'allaiter est féministe? Je sais pas si vous avez un avis. J'ai envie de faire un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire un allaiter ou donner du lait maternisé, c'est pas féministe ou anti-féministe en soi, ça s'inscrit toujours par rapport à une norme, à ce qu'on met dedans, soit dans cet acte-là, de la liberté d'avoir ce choix de manière éclairée, comme tu le disais. Voilà, on parlait de cette question du militantisme. Moi, par exemple, je nuancerais sur cette question de est-ce que c'est du militantisme ou pas à certains moments d'allaiter son enfant au sein. Par exemple, je pense que allaiter son enfant au sein quand il est tout petit, nourrisson, on n'est pas vraiment dans l'ordre du militantisme, puisqu'en fait, on s'inscrit dans la norme, c'est-à-dire à peu près les 2/3 des bébés qui sortent de maternité sont allaités. Donc, je pense que en fait, les mères qui sont biberonnantes à ce moment-là sont plus dans la posture d'être jugées, d'être culpabilisées parce qu'elles donnent pas le meilleur à leur enfant. Mais ça change très vite puisque 3 mois après, la norme, elle s'inverse et c'est la femme allaitante qui, du coup, est jugée comme possiblement un peu déviante parce qu'elle allaiterait trop longtemps, hors de chez elle. Enfin, il y a tout ça. Donc, pour moi, la question du féminisme, elle se pose exactement au même endroit, c'est-à-dire, est-ce que moi, en fait, c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel... qui est émancipateur pour moi, qui est valorisant pour moi, dès lors que c'est subi. Voilà. Donc je pense que ça, c'est en fait à chaque femme de pouvoir savoir si, dès lors qu'elle a le choix, si elle y voit quelque chose de féministe ou pas, me semble-t-il. Moi, il y a quand même un truc, et j'ai une anecdote avec Alison là-dessus, qui m'interpelle autour de l'allaitement, c'est que c'est un peu comme toujours toutes les choses qui concernent les femmes, encore une fois, c'est aussi qu'est-ce qu'on met à côté, quelle recherche on met, quels moyens on met. Par exemple, le biberon... comme je disais, il y a eu beaucoup de moyens, beaucoup de recherches sur les matières, sur tout ça. Et en fait, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un vieux tire-lait en verre qu'avait ma grand-mère dans les années 50. Je le partage en story. Et Alison, je ne sais pas si tu te rappelles ce que tu m'as dit, moi, j'ai eu le même. Tu vois, il y a 50 ans d'écart. Et on ne s'est pas dit, tiens, on va travailler la technologie pour faciliter la vie des mères qui veulent allaiter en 50 ans. Les tire-laits nomades, ça sort là. Tu vois, genre, ça sort là maintenant et ça coûte la peau des fesses. Pourquoi? Parce que personne fait de recherche là-dessus. Et on a enfin compris que ça serait peut-être bien qu'elle fasse quelque chose de ses mains pendant 25 minutes, 6 fois par jour. Mais pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Et encore une fois plus, Tajine Banane, ça a eu quelle résonance? Pourquoi? Parce que personne ne le faisait avant. Et la première chose qu'on m'a dit quand on a lancé la marque, Ali, c'est une idée de merde en fait. Genre, personne ne l'a fait, ne le fait pas. Ben non, ça serait quand même cool qu'on s'habille comme avant en fait. Parce que en fait, j'ai pas envie de porter des vêtements de grossesse. Je vais peut-être allaiter 2-3 ans derrière, moi. Je vais pas commencer à avoir une nouvelle... En fait, c'est ça, c'est qu'on crée... On crée des vêtements d'allaitement. C'était une nouvelle catégorie de vêtements. En fait, moi, je veux pas une nouvelle catégorie de vêtements. Je veux mes fringues. Sauf que je veux qu'elles soient pratiques pour que je puisse continuer ma vie d'avant avec un bébé en plus. Et c'est là, en fait, que l'allaitement peut être féministe. C'est le moment où, justement, tu t'appropries ton corps, tu t'appropries ton choix. Et justement, tu ne choisis plus entre la femme, la mère, si tu veux tout prendre, tu prends tout. Et c'est ça, je crois qu'on n'a pas assez dit aux femmes qu'elles pouvaient être nomades, qu'elles pouvaient aller en soirée, qu'elles pouvaient se mettre une petite gueule de bois le lendemain et que tout ça, ça s'arrange, ça se prépare. Non, c'était à l'allaitement. Qui nous l'avait pas déjà dit 50 fois? Non, mais l'allaitement, tu bois pas. Hein. Ah bon? je vais allaiter 2 ans, je vais boire un petit verre-ci. Et tout ça, en fait, il faut qu'on puisse le dire. Et qu'on puisse aussi derrière donner le vrai pouvoir aux femmes.
et on les branche pas à des tire-laits qui font mal. Et pourquoi, quand on arrive en maternité, ça n'a pas changé parce que j'ai 3 enfants, donc j'en ai un qui a 14 ans et un qui a 4. Donc en 10 ans, j'ai vu vraiment genre il s'est rien passé quoi. Et pourquoi à la maternité, alors que tu veux tirer ton lait parce que justement tu peux pas mettre ton bébé au sein pour plein de raisons, et que je demande le fameux Medela et qu'on me dit non, il y en a qu'un dans le service, il est là-bas, je vous donne un truc tout pourri. En fait, tu le sais qu'il est pourri et tu me donnes un vieux tire-lait. Et pourquoi? Mais parce qu'on s'en fout et que les femmes elles disent rien, et c'est que entre nous qu'on sait que c'est bon, c'est le Medela. Et dès que t'as ta pote qui arrive, qui revient de la pharmacie avec son vieux tire-lait, t'es là, ah non mais tu prends pas ça, hein. Mais si on lui dit pas. Et pourtant, le mec, il est en train de le vendre encore. Mais c'est parce que, voilà, encore une fois de plus, il fallait un petit peu dépoussiérer tout ça. Il faut se le dire, il faut se parler, il faut taper du poing sur la table, et ça commence. C'est pourquoi il y a énormément de marques aujourd'hui qui commencent. Et moi, je trouve ça bien. Il y a plein de gens qui sont toujours un petit peu à l'ancienne, qui vont dire, ouais, le marketing et tout. Mais marketer sur l'allaitement, on a tellement d'années et d'années de retard, marketons. Je veux dire, on a le temps encore avant d'être too much, je veux dire. Et quand tu vois tout ça, on se dit c'est pas mal. Il y a des marques de tire-lait qui vont se lancer, il y a des marques de fringues, il y a du choix, il y a pas mal de choses autour de l'allaitement. Et encore, bon, heureusement, on n'a pas besoin de grand-chose pour allaiter. Mais je crois que tous ces trucs mis en place permettent de créer un allaitement féministe, parce qu'on permet aux femmes, on leur donne toutes les billes pour être juste elles-mêmes. Petit truc en plus, et de vivre en fait une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus confortable. Et en fait, quand on va aider les femmes, et quand les femmes vont s'aider elles-mêmes à aller vers quelque chose où elles n'auront pas besoin de choisir, en fait, là, je pense que c'est féministe. Voilà. Cette parenthèse que vous faites sur la technologie, il y a une dizaine d'années de ça, il y avait une vidéo où on voyait 3 mecs en train de tester les tire-laits, et le principe de la vidéo, c'était si les mecs devaient tirer leur lait, qu'est-ce que ce serait? Et en fait, ça se fait dans un bar, et ils boivent un coup, et ils ont regardé la technologie, et ils regardent, bon là, la pression est pas bonne, allez, on améliore les choses. Et c'était fait avec beaucoup d'humour, et il s'est passé beaucoup d'années pour qu'on puisse avoir des tire-laits nomades, pas spécialement celui qu'on cache dans le soutien-gorge, mais il va en arriver en France à des tarifs raisonnables dans pas longtemps, mais des tire-laits qu'on peut embarquer un peu partout, qui sont vraiment efficaces et qui font pas mal. Et tu vois, tu parles de ces instruments de torture qu'on a eu il y a quelques années, qu'on trouve encore aujourd'hui, et c'est absolument inadmissible. Et hop, on en rajoute une couche. Mesdames, vous allez douiller. Si vous allaitez, vous verrez, ça fera mal. Et c'est un passage obligé. Et ça, c'est inadmissible. On dirait pas à un homme. Il y avait une vidéo comme ça où on voyait 3 mannequins hollandais. On leur avait mis des électrodes sur les abdos. On leur avait fait tester les contractions. Donc au départ, ils jouaient les gros bras. Ouais, ça va aller, on nous la fait pas. Et au bout d'1 minute, ils sont pliés en 2 par terre, en train de pleurer de douleur. Et donc, pour les hommes, non, il faut surtout pas que ce soit douloureux. Mais les femmes, c'est banal, c'est normal. Donc le féminisme, tu as complètement raison, Cédric, c'est aussi se mettre à la place des mères, et c'est ce que tu fais aussi. C'est comme vous l'évoquez, semer des petites graines, c'est montrer que c'est possible, qu'on peut allaiter dans l'espace public, militer pour un congé, un vrai congé. Le féminisme à la scandinave, c'était pas le même qu'en France. Les Scandinaves, elles ont obtenu 1 an de congé rémunéré, bien indemnisé, pour pouvoir être à la maison avec leur bébé et allaiter si elles le souhaitaient. Et beaucoup d'espaces sont kid-friendly en Scandinavie. Donc tout est adapté pour qu'on puisse avoir une vie, vivre à l'extérieur, socialiser. Et puis pour ce qui est de l'alcool, les Anglaises, elles ont inventé l'alcotest. Ouais, on va pas leur faire. Elles peuvent aller boire une bière le vendredi soir avec les autres. Donc en fait, il y a plein de petites astuces. Mais en France, la maman doit être une sainte si elle veut allaiter, et c'est complètement archaïque. Moi, je me souviens, j'ai accouché il y a 8 mois et demi. Effectivement, il y avait 3 tire-laits Medela pour tout le truc. Donc, il fallait sortir la nuit avec le masque, machin, le bébé, et aller chercher le tire-lait qui était dans le couloir. Avec des tétrelles qui n'étaient pas du tout à la bonne taille en plus, donc ça faisait super mal. Et ouais, il y a vraiment encore beaucoup de boulot là-dessus. Et même dans les maternités, j'étais dans une maternité amie des bébés, et même là, il y a encore beaucoup de boulot. Ouais. Et je trouve ça intéressant qu'on parle du tir-allaitement, parce qu'effectivement, on n'en parle pas assez. Et j'ai une amie qui a tir-allaité exclusivement pendant 7 mois, donc déjà, waouh. Et en fait, là, il y a quelques mois, elle m'a vu tir-allaiter pendant un week-end, on était ensemble, et elle a vu que j'avais une brassière de tir-allaitement où je pouvais, voilà. Et elle m'a dit, mais c'est quoi ça? Mais moi, j'ai jamais eu ça, en fait, pendant 7 mois. Et c'est incroyable, genre, je sais pas, il y a personne qui lui a dit...
Enfin, je me dis, la pauvre, elle a tiré 8 fois par jour pendant 7 mois et elle n'avait jamais les mains libres, quoi. Cette brassière de tir allaitement, sur les réseaux sociaux, quand je partage une maman qui est en train de travailler, je peux vous assurer que dans la minute, je sais que ma messagerie explose. Ou vous savez, une maman qui est en train de travailler, qui est en mode quitte main libre, et derrière, une rafale de mais comment elle fait pour pas tenir ces trucs. Donc là, bim, ça balance des liens. Il y a pas mal de hacks pour juste couper des collants. On n'a pas besoin de dépenser des 100 et des 1000. Puis après, il y a des brassières qui sont confortables si on a envie d'investir. Et là, tu révolutionnes leur vie en 5 secondes. Pourquoi ? Alors qu'elles tirent à l'aide tous les jours au taf. Et elles sont obligées de tenir leur truc. Et voilà. Mais on part du principe que la mère, elle va faire que ça. Voilà, elle a ses 2 mains, elle tient ses trucs, bah non. Et ça, pour le coup, moi, je trouve ça féministe de chercher à améliorer le confort des mamans comme ça. Et voilà. Et j'ai bien envie de rendre hommage à une maman qui m'a écrit la semaine dernière et qui m'a beaucoup touchée. Elle me dit, voilà, j'ai pris 1 an de congé pour allaiter mon enfant et ça se passait bien. Et puis j'ai repris le travail et j'ai continué à tirer mon lait. Je suis pompier professionnel. Elle était en Gironde cet été. Vous avez peut-être entendu dire qu'il y avait eu quelques incendies. Et elle dit, j'ai jamais embêté personne. Lorsqu'on rechargeait le camion en eau, moi, je tirais discrètement avec ses vêtements de pompier. Et elle dit, tout s'est très bien passé. Et aujourd'hui, ses gentils, sympathiques collègues masculins sont en train de critiquer le fait qu'elle allaite encore à 15 mois. Ça, c'est complètement inadmissible. Et donc, elle n'a pas du tout une volonté féministe pour rejoindre notre sujet. C'est juste qu'on respecte sa volonté d'allaiter librement son bébé. Et elle dit, j'ai toujours été très fidèle dans mon travail, toujours très bien fait mon travail. Et elle a été la cible de colibés. On est venu lui dire, oh là là, c'est dégueulasse de mettre ton lait dans notre frigo, tu te rends compte ? Et ça, c'est inadmissible, alors qu'on a une maman extrêmement courageuse et vaillante et qui mène de front carrière, vie de famille et de femme allaitante. Moi, j'ai envie de l'applaudir, de la mettre sur un piédestal. Donc, on en est encore là aujourd'hui. On en est encore là en 2022. Et bon sang, il faut en parler de ces mamans. Il faut les mettre à l'honneur. Et merci de le faire. Au niveau du féminisme, si tu veux, moi il y a une phrase qui m'a marqué dans le documentaire À la vie de la sage-femme Chantal qui dit, sur un autre sujet, que le féminisme pour elle, en fait, c'est pas de savoir si on est pour ou contre, c'est que les femmes aient le choix. Et moi, quand j'entends les témoignages que vous dites, en fait, c'est surtout qu'on ne laisse pas le choix aux femmes de pouvoir allaiter librement, sans jugement, avec toutes les conditions favorables pour que leur choix soit respecté, en fait. Si je peux rebondir là-dessus, effectivement, moi, je trouve qu'il y a une injonction comme toujours très fort, des injonctions très fortes autour de la maternité. On part du principe que les femmes doivent allaiter, mais pas trop longtemps surtout, et cachées, et au sein, et pas en tir-allaitant. Il y a tout un tas de normes, mais on part aussi du principe qu'elles vont se débrouiller, qu'elles souffrent ou pas, on s'en fiche, qu'elles aient besoin de soutien ou pas, on s'en fiche. Dans les maternités, il y a quand même plus de 30%, en tout cas c'était le cas en 2016, de maternités où il n'y a absolument aucun référente, en l'occurrence allaitement formé. Donc c'est quand même, donc à la fois on dit aux mères, le meilleur pour votre enfant, ce qui serait bien, ce serait d'allaiter. Mais ce qu'on leur propose, en fait, c'est juste de se démerder très concrètement. Si elles souffrent, finalement, la douleur, c'est comme les règles, c'est comme tout un tas de choses, c'est comme le postpartum. C'est un truc de femme, donc il n'y a peut-être pas vraiment besoin de faire grand-chose. Donc effectivement, je crois qu'il y a vraiment... pour moi, effectivement, la question du choix, elle est centrale pour savoir si est-ce que c'est féministe ou pas. Puis en fait, dans l'absolu, on s'en fiche un peu de savoir si c'est féministe ou pas. Par contre, ce qui est important et féministement important, c'est que les femmes puissent être accompagnées, quel que soit leur choix. Et à mon avis, la bataille politique, elle est vraiment là, parce que la question des tire-laits vieillots dans les maternités, de l'absence d'accompagnement, en fait, c'est quels moyens on donne. Et d'ailleurs, Chantal Biermann, elle, dans le sillage de ce documentaire, elle s'insurgeait, en rappelant tout simplement le fait que les femmes sont des citoyennes qui travaillent, payent leurs impôts, contribuent à la société, et que donc, en fait, à partir de là, peut-être qu'elles pourraient avoir l'outrecuidance de demander d'avoir un petit peu d'accompagnement pour des choses importantes dans leur vie, à savoir la naissance de leurs enfants et leur accompagnement. Voilà. Et si je peux rebondir sur cette notion de choix, je te rejoins complètement. Pour moi, les mères n'ont pas le choix d'allaiter ou non, puisque, comme tu l'évoquais, il y a très peu de référents allaitement. Et la dernière enquête nationale de périnatalité qui vient de sortir a révélé qu'il y avait 4,1% de référents allaitants et de temps allaitement dédiés en maternité par des professionnels compétents. Et les professionnels compétents,
on les cherche souvent. La compétence des professionnels de l'allaitement est très très peu reconnue. Je forme très régulièrement des professionnels et quand quelqu'un sort avec beaucoup d'enthousiasme, ça y est, je vais pouvoir aider des mères allaitantes, elles retournent à l'hôpital et bam, elles sont la cible d'une certaine forme d'agressivité ou même de mise au placard. Ah non, tu vas pas nous casser les pieds avec ton allaitement, c'est bon, on donne des biberons et comme ça, on retourne prendre le café. Je caricature, je vais évidemment pas mettre tous les professionnels de santé dans le même panier, c'est pas toujours le cas et tant mieux, mais l'allaitement est souvent le dernier sujet et on prend pas le temps de proposer des formations complètes aux professionnels, de les aider à avoir ce temps dédié parce qu'ils ont envie de le faire. Et finalement, d'autres personnes un peu plus blasées vont prendre le dessus et vont pas toujours aider les mamans. Donc est-ce qu'elles ont le choix d'allaiter ou pas ? Si les professionnels étaient formés, ce serait super. Si on leur donnait accès à un référent, ce serait formidable. Et si les professionnels étaient mieux traités en maternité ou en libéral, une sage-femme qui accompagne une mère dans son allaitement, elle est payée, mais même pas au SMIC. Et pourtant, l'allaitement, ça demande du temps, ça demande de la présence, ça demande des compétences et ça se fait pas en un quart d'heure de visite. Donc, c'est vraiment toute une réflexion à refaire et je vous rejoins complètement là-dessus. En Suisse, il y a 6 rendez-vous allaitement payés par l'assurance maladie pour toutes les mères qui souhaitent allaiter. Je crois que ça s'inscrit aussi plus largement dans finalement cette idée que être mère, c'est inné, tout ce qui a trait à la maternité, c'est inné, donc on n'a pas besoin d'être ni accompagné, ni informé, ni soutenu. Et la question, je crois que ça s'inscrit globalement dans cette même question du postpartum, puisque nous sommes censés avoir ça en nous naturellement, donc à nous de nous débrouiller et de trouver, même quand on est endolori, isolé, perdu, et qu'on aurait besoin d'un espace d'échange et de soutien, en fait. Mais je pense que c'est compris chez tout le monde. J'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste. J'ai mal au cœur, je vais chez le... Ah, ouais, c'est trop bien ce jeu. On a mal au sein, ça reste une fonction du corps humain. On va pas ça va être encore un autre sujet, mais on va pas repasser sur le nombre d'heures. Je pense qu'il y a peut-être des professionnels de santé ici. Le nombre d'heures pour les écoles de sages-femmes, le nombre d'heures sur les oxy de puère qui viennent et qui allument la lumière le matin pour vous faire les mises au sein. La nana n'a pas de formation en fait. Elle n'a pas de formation. Derrière, il n'y a pas de temps. Enfin, bref, c'est tout un système qui est quand même mal en point. Et quand on a des métiers comme les consultants en lactation qui sont des nouveaux métiers, enfin, quand je dis nouveaux métiers, dans le sens... Non, mais... Oui, c'est ça. Non, mais dans le sens où on en parle, j'ai l'impression quand même que depuis quelques années, là, grâce au réseau, grâce au fait que vous soyez communicante et que vous arriviez en fait, à sortir du cabinet pour aller dire aux patientes « on existe ». Et en fait, moi, j'ai découvert que les consultantes en lactation existaient il y a 3 ans. J'ai 3 enfants, dont un allaitement raté au bout de... Enfin, que je dis raté, parce que pour moi, il a été raté, bafoué au bout de 10 jours. Et tout ça, quand on voit que vos consultations ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, alors que ça devrait en fait être remboursé comme n'importe quel... On ne va pas avoir une consultante en lactation pour papoter, et à la limite, oui, pourquoi pas. On y va parce qu'on a mal, parce qu'en fait, on a besoin d'avoir une réponse, on a besoin de sauver notre allaitement, on a besoin de le mettre en place, on a besoin de réponse d'un professionnel de l'allaitement. Et ça, c'est pas normal, pareil, que ça ne soit pas remboursé. Et c'est complètement... et à chaque fois, nous, c'est vrai que dans notre com, dès qu'on peut parler ou dès qu'on va dire arrêtez d'acheter des conneries pendant que vous êtes enceinte, faites des tirelires, faites des cagnottes pour ce genre de consultes. Mais c'est encore une fois de plus pas logique que ce soit les femmes entre elles qui doivent en fait aller chercher des infos, se dire combien de fois on se passe le tips, quoi. Tu devrais aller voir cette consultante en lactation. Une quoi ? Une consultante en lactation. C'est ton sein, c'est ta lactation. C'est quand même une fonction qui est... Enfin, je veux dire, c'est pas... Il faut comprendre son corps. Et voilà. Et quand on voit que tous ces métiers-là, ils sont même pas remboursés, qu'est-ce que tu veux faire derrière Je pense que vous devriez être remboursé. Avec un t-shirt à chaque fois. Pour parler un petit peu du féminisme, les arguments alors je vais dire féministes anti-allaitement avec des guillemets, leurs arguments, c'est qu'allaiter, c'est une trahison envers nos ancêtres féministes qui se sont battus pour pouvoir donner le biberon, pour avoir cette liberté. C'est aliénant, c'est trop associé à l'image de la bonne mère. Ça crée beaucoup d'injonctions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors moi, je ne sais pas qui dit aujourd'hui que c'est une trahison. Je pense que certaines le pensent sans doute, mais à vrai dire, grand bien leur fasse. Enfin, ce qui est sûr, c'est que peut-être que si on a aussi ces problématiques
de non-accompagnement des femmes allaitantes, etc., c'est aussi parce que c'est pour le coup, de manière certaine, un sujet qui a été complètement déserté en termes de militantisme féministe, puisqu'effectivement, on sait très bien qu'après les années 60-70 et le début du décrochage aussi de l'allaitement, voilà, on avait une prédominance de cette idée que allaiter, ce serait uniquement aliénation et que voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est quand même, me semble-t-il, un peu en train de sortir de ça. Donc oui, clairement, je pense qu'il y a toujours dans les mouvements institutionnels, dans un tas de mouvements, des femmes qui sont anti-allaitement et comme le disait je ne sais plus qui, probablement anti-maternité et anti-mère. Enfin, ça, c'est ce qui relève, à mon sens, d'une forme d'extrémisme. De la même manière que quand j'entends des mères allaitantes dire ça a pu m'arriver que moi j'ai allaité mes enfants plusieurs mois, puis après je leur ai donné du lait maternisé, que j'ai élevé des veaux. Voilà, je pense qu'en fait on a vraiment intérêt, à mon avis, à sortir de cette espèce d'extrémisme, en fait, de part et d'autre, absolument stérile. Et oui, après, je pense que par l'histoire des mouvements féministes, sans doute, c'est même sûr, ça renvoie au fait qu'on notre corps est mobilisé, etc. Sauf que ce que disent les femmes allaitantes aussi, c'est que pour beaucoup, en fait, même si on continue d'allaiter, c'est que en fait, on y trouve une forme à la fois de plaisir, de sens, de liberté par rapport, comme tu disais, à d'autres systèmes aussi. Donc j'ose espérer que notre génération, elle est en train de surmonter cette espèce d'antagonisme qui nous a vachement plombé en fait pendant 30 ans, à savoir si on est féministe, alors soit on n'a pas d'enfant, soit on l'allaite pas, ou inversement. Il me semble que ça a plus trop de sens, je crois, aujourd'hui dans nos vies et dans la façon dont on investit ces questions. Il y a quelque chose qui me vient en tête quand je t'écoute parler, et par rapport aux arguments de la trahison. Alors encore une fois, je parle de mon point de vue d'homme qui observe un petit peu tout ça. Moi, il y a quelque chose, en fait, avant pour l'allaitement, et ma compagne d'ailleurs le dit dans mon podcast, elle me dit, moi je trouvais ça chouette parce que c'était gratuit. Et c'est un argument que j'ai longtemps donné. Et je sais plus qui le dit, mais en fait, on ne considère que c'est gratuit que si on considère que le temps et l'énergie des femmes n'a pas de valeur. Et du coup, en fait, je trouve que cet argument, c'est pas de moi, hein, et je trouve que cet argument est extrêmement puissant en termes féministes. C'est-à-dire que, justement, via l'allaitement, on peut aller vers cette valorisation du temps domestique, familial, éducatif des femmes. Tu vois, on a ce biais-là, et en fait, au lieu de regarder, mais c'est un petit peu le cas dans toutes les luttes, hein, féministes ou pas, c'est souvent, on a tendance à pointer les lieux qui nous différencient, au lieu de trouver justement ces lieux communs. Et ça, c'est un vrai lieu commun, je pense, entre toutes les féministes qui veulent mener la lutte contre le patriarcat. Oui, il y a à la fois effectivement le coût que ça représente en termes de temps et d'énergie, et il y a aussi, ça c'est quand j'ai envie de dire tout va bien dans un allaitement, mais quand un allaitement se passe pas bien, il y a effectivement le coût de la mise en place, la consultante en lactation, l'ostéo, les bouts de sein, les tétrelles qui sont pas à la taille et qu'on va aller acheter sur un site. Moi je me souviens pour mon fils, j'ai trouvé des tétrelles d'une taille spéciale, mais au UK. Et en fait, voilà, il y a aussi tous ces coûts-là dont on ne parle pas et qui peuvent représenter rapidement une somme importante. Donc effectivement, allaiter, c'est pas gratuit. Non, et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucun pays qui prend en compte dans le PIB la valeur apportée par l'allaitement et créée par l'allaitement. Et c'est vrai que ça, j'en parle du coup dans mon bouquin, effectivement, et c'est vrai qu'on a tendance à dire moi j'allaite parce que voilà, ça me coûte rien, et c'est vrai qu'on ne prend pas en compte ce côté vraiment temps de travail, temps passé avec son enfant, temps à produire, etc. Voilà. Alors du coup, on a vu un petit peu les arguments, on va dire anti-allaitement. Pour les pro-allaitement, les arguments sont les suivants. Allaiter permet de ne pas dépendre de l'industrie du lait. C'est écolo, ça permet de s'émanciper. Alors là, les anti-allaitements disent le contraire, mais voilà. De rendre honneur à la puissance du corps, de désexualiser les seins aussi, et aussi de faire preuve de solidarité entre femmes. Donc pareil, même question, qu'en pensez-vous ? Il y a plein de bons arguments, me semble-t-il, là-dessus, dès lors qu'on est raccord avec ça. Moi, j'ai juste peut-être un point où je me questionne plus, c'est sur cette question de désexualiser les seins. C'est-à-dire que moi, je suis évidemment favorable à ce qu'on puisse allaiter partout, tout le temps. Et en même temps, on est un peu coincé, je pense, sur cette question en tant que féministe à certains moments. C'est-à-dire, si on dit les seins sont pas du tout sexuels et que le type là-bas vient me toucher les seins,
on est un peu bloqué. Et en même temps, ce que dit très bien une chercheuse américaine qui s'appelle Christina Young, c'est que c'est toute la spécificité du sein et de l'allaitement et de pourquoi en fait c'est toujours perçu comme un peu déviant, alors même qu'on est dans une société qui à certains moments va enjoindre aux femmes d'allaiter, c'est qu'on est au croisement de cette question de la maternité et de la sexualité. Qu'on se sorte de cette question d'un claquement de doigts, mais je pense que si c'est aussi compliqué et qu'on est aussi gêné en tournure, mais pour le reste, moi personnellement, je souscris tout à fait. Je pense que parmi justement les arguments, c'est même pas des arguments, parmi les bêtises qu'on peut recevoir ou qu'on peut entendre autour de l'allaitement et justement de la sexualisation du sein, il y a quelque chose qui me frappe à chaque fois, c'est que la plupart du temps, les personnes qui vont dire des choses autour de l'allaitement négatives, il y a quasiment dans le top 3, top 1, on parle de sexualité, donc on va faire des allusions au sein, ou le petit tonton bien dégueu là qui va dire il tète bien, il suce bien le sein. Désolée pour l'accent, je suis du sud. Mon oncle est du sud aussi. ça va être ça, ça va être aussi on va avoir tendance à essayer de déshumaniser, mais vraiment du terme homme, les bébés. C'est-à-dire qu'on va dire tant qu'ils n'ont pas de dents, en fait, ils peuvent téter tant qu'ils n'ont pas de dents. Quid de l'enfant qui naît avec une dent ou qui en a une à 3 mois, etc. Tant qu'ils n'ont pas de cheveux, tant qu'ils ne sont pas grands. Et ce truc, en fait, qui est le pire, qui peut être le plus compliqué aux yeux de ces gens-là, c'est quand le bébé vient se servir, quand il marche et qu'il lève le t-shirt de la maman. Et là, c'est l'image. Et je ne le juge pas, parce que je l'ai déjà jugé moi aussi. J'ai déjà jugé, je me rappelle avoir vu une femme allaiter, je crois que c'était dans un bus, et son petit garçon devait avoir, j'en sais rien, 18 mois, 2 ans. Et en fait, il mettait sa main dans son t-shirt et il a sorti le sein de la maman et il a tété. J'étais à côté, je sais pas, je devais avoir 15 ans. J'étais choquée. Genre, je me suis dit, ah ouais, ok. Il a fallu que je déconstruise, que je grandisse, que je devienne mère, qu'un jour mon fils me fasse ça pour me dire, bah, c'est pas si pire que ça. Et en fait, et donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus, on parlait d'extrémisme. Je crois que la lutte pour que toutes ces choses-là changent, elle va pas être dans la critique de... Je pars du principe qu'il va falloir informer, il va falloir montrer, et que ça peut être... Moi, je parle de quelque chose que je connais, je suis pas d'un point de vue soignant ni journaliste, donc moi, je travaille sur les réseaux, et sur les réseaux, ça va être tous les jours en story, quand vous suivez Tajine Banane, par exemple, vous avez des photos de nourrissons, avec des mamans qui sont encore à la maternité, il y a des photos avec de bébés qui ont 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de jugement de valeur. Je ne vais pas dire « Ah, super pour votre allaitement long » ou « Ah, trop bien, vous allaitez à la maternité ». Je ne juge pas ce que je vois, je partage ce qui existe. Et en fait, je crois que ça crée, en fait, encore une fois de plus, des petites graines qui, bon, prêchent des convaincus, parce que si tu suis TB et que tu ne veux pas avoir d'allaitement, tu t'es un peu paumé. Mais quand même, ça permet en fait des miracles dans le sens où, pareil, tous les jours, on reçoit des messages, des emails, des MP du genre « Je ne me voyais pas allaiter plus de 3 mois ». J'en suis à 6, j'en suis à 8, j'en suis à 1 an, j'en suis à 2 ans, j'en suis à 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, ça existait et que j'étais pas une folle alliée, déviante, tout ce qu'on peut entendre, et que c'est OK. Je crois que c'est aussi dans l'information, voilà, qu'on va pouvoir sortir de ces carcans, et dans le top 3 aussi des mots les plus... des arguments les plus débiles à ce sujet, c'est le pipi caca. C'est-à-dire que tout le temps, quand on lit des choses atroces sur l'allaitement ou sur les allaitements, qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois de plus, non, c'est pas l'oncle, c'est quelqu'un d'autre. Et il va dire, oui, c'est comme si je pissais dans la rue, c'est comme si je chiais au milieu du resto. On a vraiment des mots comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on dit justement que l'allaitement, c'est naturel. Donc, qu'est-ce qui est naturel ? Baiser, faire pipi, faire caca. Je parle mal, mais c'est les mots que je reçois. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a une totale désinformation de ce que c'est vraiment que l'allaitement. Les gens ne savent pas le nombre de fois où j'ai des conversations, même des fois avec des chauffeurs, taxi ou quoi, vous faites quoi dans la vie, hein, j'ai une marque de vêtements d'allaitement. C'est quoi l'allaitement ? Alors, du coup, et c'est véridique. Et en fait, si on compare le lait au fluide corporel, au sperme, au pipi, au caca, quand on en est encore là en 2022, c'est pas parce que ces gens-là sont cons, c'est parce qu'en fait ils sont cons de ne pas savoir. Et pourquoi ? Parce qu'on n'explique pas, on n'en parle pas. On fait des cours d'éducation sexuelle, on ne parle pas du sein. Et donc si on faisait un cours d'éducation sexuelle et que pendant l'éducation sexuelle on parlait de la fonction du sein sans le rapprocher au sexe, mais simplement dire la poitrine est une zone érogène, sachez aussi quand même que sa fonction première,
c'est d'allaiter en fait, c'est de donner du lait. On le dit même pas. Il y a des ados, pareil, on a fait un micro-trottoir. Il y avait une ado qui, donc on demandait est-ce que c'est ok de l'allaitement partout tout le temps, etc. machin. Et figurez-vous que la personne qui a été la plus crue, c'était une nana qui devait avoir 16 ans et qui a dit ah non mais c'est dégueulasse moi, mais de quoi on parle, comment ça il y a du lait mais c'est pas tout le monde qui en a. Hein. Si tu veux et donc là on s'est retrouvés à vraiment avoir une conversation et je me suis retrouvée à expliquer à une nana à quoi servaient possiblement ces seins si elle voulait qu'un jour ils servent à ça, quelle était la magie en fait de ce qu'elle met dans son soutien-gorge tous les jours quoi. Et pourquoi? Parce qu'en fait si tu vois pas ta mère allaiter, ta pote, ta cousine et tout, tu sais pas à quoi ça ressemble. Les livres pour enfants, on voit toujours des bébés qui sont au biberon, on ne voit jamais une maman qui allaite. Et en fait, dès l'enfance, ça s'ancre comme ça dans l'esprit. Tu disais, Alison, les gens sont cons, je dirais qu'ils sont conditionnés. Conditionnés par toute l'iconographie qui va avec la maternité. On parle beaucoup de clivage depuis tout à l'heure, d'antagonisme. En fait, moi, ça m'attriste encore aujourd'hui qu'on ait besoin de parler de à quel point c'est génial d'allaiter, à quel point qu'on pourrait le faire partout tout le temps. En fait, c'est la norme. C'est quand même dingue de devoir encore aujourd'hui se poser la question, de devoir défendre quelque chose qui fait partie de nous. Au départ, on se dit bah oui, j'ai 2 seins, je sais pas. Ah tiens, il y a du lait qui coule. J'ai plein de mamans qui avaient dit pendant la grossesse, bah j'allaiterai pas parce qu'on leur a demandé de faire un choix. Dans les cours de préparation à l'accouchement, il y a un petit cours sur l'alimentation. Celles qui veulent pas allaiter, bon c'est pas grave, on n'aborde pas le sujet. Ok. Et puis elles se retrouvent avec un bébé qui a l'air attiré vers le sein et puis ils s'accrochent et là elles se disent je fais quoi maintenant? Et puis elles n'osent plus en parler autour d'elles parce que elles avaient fait un choix, pris une décision et aujourd'hui paraît-il que une décision c'est immuable. Mais dans l'allaitement heureusement on peut quand même changer d'avis. Donc elles viennent voir la consultante en disant mince je vais me faire gronder. Mais non en fait bon sang, qu'on leur donne les bonnes infos et qu'elles décident aussi même dans le cabinet de la consultante en lactation de dire mon bébé a 3 semaines et ça me saoule et j'ai plus envie. Et qu'il y ait quelqu'un en face qui valide, qui valorise. Donc l'allaitement, c'est la norme. Aujourd'hui, il faut le défendre. C'est encore bien triste et on a encore besoin d'en parler. Et je reviens sur ce que tu disais, sur ce côté dégoût, etc. Alors on s'éloigne du sujet du féminisme, mais je pense qu'on vit dans des sociétés où on a tendance à nier un peu notre animalité. En fait, c'est vrai qu'on est des mammifères et c'est des choses qu'on refuse, on se sent supérieur à ça, on se sent voilà. Et donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi où on n'a pas envie de se rappeler qu'on est des animaux. On est aussi très coupé de la nature, donc en fait on boit du lait de vache, mais on se pose pas la question qu'en fait ce lait il a été créé par une maman vache pour son veau. Et donc je pense qu'il y a tout un sujet là-dessus en fait où on est coupé de notre corps du fait qu'on est on est des mammifères. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que justement, il y a quand même un lien avec le féminisme et la perception de l'allaitement, je trouve. C'est que tu parlais des cours d'éducation sexuelle, zone érogène. Déjà, en effet, dans les cours de reproduction, parce que moi c'était plutôt des cours de reproduction. On m'a jamais présenté le sein, en effet, comme quelque chose... on m'a jamais expliqué ce que c'était un canal lactifère, pourquoi est-ce qu'on avait tous des mamelons au début, pourquoi est-ce que les hommes ont des tétons. Tout ça, c'est intéressant quand même à connaître. Et bizarrement, on m'a non plus jamais parlé du clitoris, si tu veux. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la femme, voilà. Par contre, un pénis, je sais parfaitement comment ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Ça, tout le monde le sait. Et je trouve que c'est vachement lié à ça. C'est aussi ce côté, encore une fois, tout ce qui concerne la femme, on va le cacher. On doit le cacher. Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de... Alors je sais que le parallèle va être un peu osé, mais quand tu parlais tout à l'heure des darons qui se font des trucs un peu sous le manteau, tu vois, sous la table pour se donner des tips pour l'allaitement, désolé, mais l'IVG, c'est quoi dans les pays où c'est pas autorisé? Enfin, tu vois, encore une fois, quand les droits des femmes sont pas, quand les femmes n'ont pas le choix libre, de toute façon, le choix, il sera fait. Il faut juste qu'il se passe dans les meilleures conditions, quoi. Pour rebondir sur ça, par rapport au féminisme, on disait, il y a une phrase que je dis souvent quand il m'arrive d'avoir des interviews. C'est tout le temps, je disais, l'allaitement, en fait, c'est le grand combat oublié des féministes. Donc, c'est ce que tu disais, Aurélia, dans le sens où, pendant longtemps, c'était une servitude, c'était plein de choses. Et on a énormément évolué. On a parlé, toutes les marques qui existent de culottes de règles, c'est là. On a nos règles depuis combien de temps? Genre, on se mettait des trucs tout pourris, on perd une jambe et tout. Le mec te dit, tu peux mettre une culotte. Et c'est maintenant. Et quand tu découvres des choses comme ça, tu découvres le clitoris, tu découvres les culottes de règles, plein de choses, alors que ça concerne toutes les femmes, ça concerne la moitié de la planète.
l'allaitement, voilà, il reste encore quelques petites années avant que ça intéresse quelqu'un, mais je crois qu'on récupère tous ces sujets, on se les réapproprie, on les pose sur la table et on dit les gars, on est en train de vivre ça, on a tel et tel problème. Qui va venir en fait régler tel et tel problème? Et donc ça va être, comme on disait, les marques, les politiques, les hôpitaux, les remboursements de consultation en fait, et tout ça, ça va être mis en place. Et j'en suis persuadée, mais il faut un petit peu de temps, mais parce qu'en fait, on n'en parlait pas, voilà. Justement, ma dernière question, c'est comment aller vers une vraie liberté de choix? Qu'est-ce qu'il faut qui change en fait dans la société pour qu'un jour les femmes elles n'aient pas à justifier, qu'elles choisissent de donner le biberon ou de donner le sein et que voilà, qu'elles sachent qu'elles n'auront pas de préjugés, que c'est juste c'est naturel et qu'elles font ce qu'elles veulent et que c'est même pas un sujet, quoi. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut qui change? Il faut de l'argent. Je pense qu'aussi qu'il faut de la représentation. On parlait tout à l'heure de la représentation pour les enfants. Je pense qu'il faut de la représentation pour les adultes. Je vais m'écarter un tout petit peu du sujet de l'allaitement. Je vais rester sur les femmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une députée. Enfin, le congé maternité à l'Assemblée nationale n'est pas prévu. Le congé maternité pour une députée n'est pas prévu. Et il va falloir changer la Constitution pour le faire rentrer applicable à des députés. Pourquoi? Parce que ça a été créé pour les mecs et que quand les femmes sont arrivées dans l'Assemblée nationale, c'était généralement des femmes qui avaient une maternité plutôt derrière elles. Et en fait, ce sont des nouvelles questions qui se posent aujourd'hui. Donc, ce qui est chouette, c'est que la question se pose. Donc la société bouge. Mais c'est juste pour se rendre compte à quel point on est là. Quand demain, il y aura une mère en train d'allaiter pendant les débats parlementaires, on aura fait un bond de géant, tu vois. Donc, c'était le cas en Italie ou en Nouvelle-Zélande. Exactement. Ou au Royaume-Uni, oui. Exactement. Donc, il y a aussi ces représentations-là, si tu veux, qu'il faut qu'on travaille. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi ça. Et je suis convaincu que les générations de mères, là, les mères qui sont présentes aujourd'hui, les plus jeunes mères qui suivent Tajine Banane, qui lisent vos livres, demain, j'espère, en tout cas je leur souhaite, qu'elles oseront faire ça. Et peut-être même que les darons oseront les soutenir, quoi qu'il advienne. Mais je pense que le nœud du problème, il est là aussi, si tu veux, c'est qu'il y a l'argent, ça c'est sûr, mais il y a aussi... Et pour la formation des professionnels à l'origine. Comment voulez-vous qu'un professionnel soit neutre dans le dialogue avec une mère qui ne sait pas, qui hésite, s'il n'a pas la connaissance? Et il a derrière le groupe Nestlé, Danone et consorts qui finance accessoirement les congrès médicaux parce qu'ils sont là dans tous les congrès médicaux de professionnels de santé. Vous regardez le gentil médecin que vous croisez, il a une blouse et puis il y a un stylo et il y a une marque verte ou une marque bleue ou une marque rouge qui sont très représentées, des affiches un peu partout. Tu parlais de représentation, on parle aussi de formation, tout se rejoint. C'est semer des petites graines et essayer de voir si à tous les niveaux, on peut modifier la communication, l'information, rendre visible le sujet et puis permettre que les femmes puissent faire un choix éclairé sur la base d'informations fiables et pas téléguidées par l'industrie agroalimentaire, parce que c'est souvent ça le problème. Je voulais juste te dire par rapport à Nestlé et compagnie que certaines personnes ici le savent peut-être. Il y a quelques semaines, il y a eu le Congrès national des sages-femmes et c'était une sacrée victoire pour nous. Donc on a été pour la première fois sponsor du Collège national des sages-femmes. Et ça, c'est énorme parce que financièrement, on est encore des bébés par rapport à ces gars-là. Et arriver aussi au début, la marque, on est quand même assez friendly des sages-femmes, des hôpitaux et tout. Mais il y avait toujours le truc de « on peut pas, vous êtes une marque ». Je sais, c'est qui lui? C'est qui lui qui est sur ma table de chevet alors que je dis que je vais allaiter, j'ai la petite nourrette au cas où? Non, il n'y a pas de au cas où. En fait, on ne me donne pas vraiment le choix. Et si on veut le choix, il faut les deux. C'est-à-dire, à la limite, tu mets la petite nourrette sur la table au cas où, mais mets-moi autre chose, une affiche, un truc, quelque chose qui me donne la sensation que ça existe. Et pas une affiche toute vieillotte là, des années 60, avec un bébé qui, à cet âge-là, il a au moins 50 balais, le bébé. Ça, en fait, je pense que si on remet à zéro des pros formés, un vrai choix, de la vraie visibilité. Pareil, sur Netflix, il n'y a pas longtemps, perso, j'ai pas la télé, donc je me rappelle plus la série, mais il y avait une maman qui tirait à l'été, on me l'a envoyé 50 fois. C'est arrivé une fois, du coup. Genre, vous m'avez envoyé 50 fois le truc, parce que, en fait, c'est tellement pas visible, quoi. On parlait des petits ours bruns et compagnie. Un petit ours brun, c'est un mammifère, c'est un ours. Elle donne un biberon, quoi. Oui, Choupi, tout le monde. Ça, c'est des ours, ils donnent des biberons. Donc, il y a aussi une jeune femme qui, il y a 2-3 jours aussi, m'a envoyé un message parce qu'en fait, elle avait posté sur TikTok une vidéo de sa petite fille qui a genre 4 ans et qui essaye d'allaiter le bébé parce que la petite, elle avait faim. Et en fait, elles sont en train de jouer et tout. Elle s'est fait pourrir
dans les commentaires. Mais quand je dis pourrir, elle m'a envoyé des captures d'écran de messages, c'est incestueux, mais c'est complètement taré et tout. Si la petite fille avait donné un petit biberon à la petite sœur, est-ce que ça aurait choqué ? Mais les gens, en fait, c'est juste, encore une fois de plus, c'est les représentations. C'est oser aussi faire des photos, des stories, des machins. Et en fait, investir l'image, investir les médias, investir la télé, investir tout ça. Et quand on voit certains mannequins qui vont défiler en mettant au sein le bébé, ben en fait, elles vont pas le mettre au sein pour faire le buzz. Elle le met au sein parce que le bébé a eu envie de téter, que c'était à toi d'y aller. Ben, tu pars, tu prends le bébé. Et tout ça, je trouve que c'est cool et c'est aussi génial de pouvoir commencer à hausser nos voix. Avant, des délits d'entrave à l'allaitement, il s'en est passé des dizaines et des dizaines. Personne disait que dalle. Maintenant, on va bouger une nana qui est en train d'allaiter, elle va téléphoner aux médias. Et ça, c'est un énorme pas, en fait. Ça veut dire qu'on considère que c'est plus normal. Et les médias, ils relayent. Avant, ils en avaient rien à foutre. Tu t'es fait virer, ma pauvre. Et c'est pas très grave. Non, maintenant, il y a du monde quand même. Aujourd'hui, notre campagne, elle a été relayée par je sais pas combien de médias. On a payé 0. Tout le monde nous a relayés. Enfin, pas assez, mais du monde nous a relayés. L'année dernière, 2 personnes. Cette année, 15. Et en fait, tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, on se rend bien compte que c'est un sujet. On se rend bien compte qu'il y a une souffrance. On se rend bien compte qu'il va falloir évoluer. Petite anecdote pour rebondir, tu m'avais adressé une maman qui se trouve être une chanteuse assez populaire et cette femme extraordinaire, elle tirait son lait dans les coulisses des studios télé pendant qu'elle enregistrait des émissions et son manager venait chercher le lait, il prenait le scooter, il l'amenait à la nounou. J'ai dit mais c'est super, faut en parler. Ah non. Non, le manager a dit ah non, c'est pas possible, là ça va casser son image. Et c'est quand même dommage. Et en fait, il y en a plusieurs comme ça, des chouettes filles. Céline Dion, après ses spectacles, a tiré son lait pour ses jumeaux. Et elle a montré les photos et c'est canon. On a Gisèle Bündchen qui montre une photo très célèbre où elle se fait manucurer, coiffer, maquiller, elle allait et elle est sublime. Et on a très envie de faire pareil. Donc montrons-nous et trinquons à l'allaitement. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Cédric, tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi que les mamans en parlent autour d'elles, évidemment. Mais quand on est maman, on a des enfants et qu'on ait des petites filles ou des petits garçons. Moi, je suis maman de 2 petits garçons et je suis super contente en fait d'avoir eu 2 petits garçons parce que récemment, je me suis dit, ils vont pas allaiter, eux, même si je le dis parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais les hommes peuvent allaiter. Il y a une tribu en Afrique où les hommes allaitent. C'est assez dingue. Voilà, lactation induite, etc. Et en fait, je suis hyper contente parce que je me dis que je vais pouvoir peut-être à mon petit niveau aussi transmettre ça. Et je crois que ça peut commencer déjà par son foyer. Bien sûr, il y a les réseaux et c'est hyper important. Mais déjà, nous, autour de nous, commencer par nos enfants. Voilà. Et aujourd'hui, je suis un peu déçue parce que t'es le seul homme. Enfin, je n'ai pas trop regardé par là, mais je constate que quand on parle de sujets comme ça, en fait, il y a souvent que des nanas. Et c'est un peu dommage parce que les hommes ne se saisissent pas du sujet, pas suffisamment, je pense. Ça change. Je parle, on dirait que je fais que parler de Tajine Banane, mais pour le coup, je ne peux pas parler d'autre chose. Il y a de plus en plus de mecs, même dans les cabinets, il y a de plus en plus de mecs. Et je crois qu'on ne tendait pas aussi... c'est un vice-versa, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Je crois qu'il faut que je commence à voir. Mais comment dire, c'était vice-versa, ça restait un monde de femmes, c'était un truc de femmes, il y avait une certaine pudeur, et aussi on parle beaucoup de pudeur avec l'allaitement. Il y a un gros quid de la pudeur, à quel degré on la met cette pudeur, à quel degré on l'a plus. Pourquoi moi je serais incapable de vous montrer mon téton là maintenant, et si j'avais eu mon fils, j'en aurais eu strictement rien à faire. C'est qu'il y a bien un regard qui change sur notre propre poitrine au moment où on allaite. Donc, tous ces trucs, mis bout à bout, il y a eu pendant plein de temps, on n'a pas vraiment inclus. Et l'homme ne s'est pas inclus lui-même, c'est pas que notre faute. Les papas, les coparents dans cette relation d'allaitement, parce qu'on considérait encore une fois plus que c'était notre fardeau, c'était notre problème. Et aujourd'hui, je trouve quand même que la nouvelle génération d'hommes, dans sa grande globalité, est déjà au moins un petit peu plus sensibilisée à cette... Enfin, moi, je vois les papas qui viennent chez Tajine Banane en boutique ou n'importe... les gars, ils sont là, quoi. C'est pas des fantômes, c'est pas même... Le pauvre mec aussi, c'est pareil. La représentation de l'homme, papa allaitant, genre le mec est comme ça et puis il fait rien. Non, c'est plus ça. Le mec, il fait plein de choses. Le mec, il soutient. Et ça, c'est peut-être plus toi qui peux en parler. Mais tout ça, voilà, ça... Je sais pas, moi, je suis très positive. Ça a évolué de ouf. Ça nous concerne plus. Et puis, c'est beaucoup plus ancré. Et ça date depuis des milliers d'années. Voilà, il y a plein de choses encore qu'on aura beau leur dire, ils peuvent pas savoir. Genre, il y a quand même des choses qu'on ressent. Mais ils sont quand même plus là.
Moi, j'ai mon mari, du coup, qui vient de se planquer, mais qui est dans le fond de la salle, et qui m'a dit très fièrement l'autre jour qu'un de ses collègues a eu un petit bébé, et il lui a filé plein de tips, tagine banane, allaitement, va voir une consultante en lactation, etc. Donc, je pense que ça commence à bouger, voilà. J'espère, en tout cas. Mais c'est vrai qu'après, on est aussi un peu, nous, dans notre petite bulle, bon, ici à Paris, etc., dans des milieux quand même privilégiés, enfin, on va pas se le cacher. Donc, c'est vrai que je ne sais pas si c'est le cas partout, mais... Il y a un gros sujet, du coup, je vais me permettre de répondre là-dessus parce que ça concerne ma branche de la parentalité. C'est marrant parce qu'on en parlait avec Aurélia en off juste avant. Ça ne concerne pas que l'allaitement, déjà, dans un premier temps. Ça concerne toute la sphère de la parentalité où les hommes, alors d'une part, de leur choix personnel, de leur vécu, mais aussi de ce que la société nous dit. C'est compliqué, alors, sans vouloir se faire plaindre, mais quand tu es un homme et que tu veux t'investir sur des sujets de femmes, entre guillemets, ça peut être très dur, notamment par les remarques au boulot, ça peut être vraiment très très difficile. Moi, je suis passé, on peut avoir des remarques qui sont très violentes. Donc il y a ça qui entre en ligne de compte. Et après, c'est toujours pareil. Imaginons que, comme on le disait tout à l'heure, à l'école, t'es vu à quoi servait le sein. Et puis tout à coup, tu vas être papa, et puis ta compagne te dit, tiens, allaitement, pas allaitement, comment ça se passe. Et toi, en plus, tu t'es dit, tiens, les femmes, faut qu'elles aient le choix. Donc je vais la soutenir. Alors déjà, là aussi, il y a aussi cette possibilité d'un petit peu jouer la facilité, puis de dire non, mais c'est ton corps, c'est ton choix. Alors ça, c'est vrai, c'est son corps, c'est son choix. Il n'y a pas de débat à la finalité, mais on peut quand même en discuter. Et il faut investir le truc, et pour ça, il faut informer. Moi, dans mon livre « Tu vas être papa », j'ai fait un choix. Je parle d'allaitement au sein. Et je fais un petit paragraphe pour dire je ne vous parlerai pas du biberon, parce qu'en fait, tout le monde va vous en parler. Parce que le biberon, on l'a vendu, notamment dans cette vague féministe égalitariste à la fin du XXe siècle, comme ça y est, les hommes peuvent faire comme les femmes. Voilà, c'est bon pour l'égalité, c'était surtout bon pour le capital, mais c'est aussi comme ça qu'on l'a vendu. Donc, bien entendu que ça va aller moins vite, mais ça va aller moins vite comme sur tous les sujets. Et puis, il y a ce truc-là aussi de qu'est-ce qu'on fait. Il y a plein de mecs qui ne savent pas que l'allaitement, on a vite soif, donc il faut donner un verre d'eau. Ils ne savent pas qu'il y a une perte calorique. Moi j'ai repris un pote il n'y a pas longtemps parce qu'il me disait ouais c'est bon, je vais amener son verre d'eau, mais bon, voilà, une fois qu'elle a fini d'allaiter, je sais pas, elle pourrait se bouger avec moi et tout. En fait, son corps vient de fournir un effort, mec. Mais il le sait pas. Et pourtant, le mec, c'est le plus volontaire de la Terre. C'est juste, il n'y a pas l'information. Donc, il faut fournir ces informations-là, et ça passera aussi, je pense, parce qu'il touche le plus de mecs possible dès le plus jeune âge, ça passera par l'école aussi. Pour rebondir un petit peu ce que tu disais sur le biberon, moi je mettrais un tout petit bémol, c'est qu'au final les mères qui choisissent de donner le biberon aujourd'hui, elles sont aussi laissées à l'abandon en maternité. Personne leur dit comment choisir le lait, personne leur dit comment couper la lactation, et les pères bien sûr. Voilà, faut pas croire non plus que donner le biberon c'est comme ça est trop facile. Je sais que c'est pas ce que tu dis, hein. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas du fait qu'il pourrait y avoir un accompagnement. Ouais, en plus, déjà tu sais que tu vas pas être bien vu, voilà, et ouais. En fait, globalement, encore une fois, tu n'es pas accompagné. En fait, tu es censé savoir, et en plus, si tu es une mère, tu es d'autant plus censé savoir. Et je pense que si ces questions elles étaient abordées en prénatal, en périnatal et avec les pères, il y a déjà des choses qui se mettraient en place, que ce soit pour l'allaitement ou le materniser. Souvent, il y a 1 heure sur l'allaitement. On ne parle pas du biberon. Tu disais tout à l'heure, ils demandent dès le début, en général, qui veut donner le biberon, qui veut allaiter. Les mères qui disent moi, je veux donner le biberon, limite, on vous met de côté. Ça ne vous concerne plus, quoi. Il y a un truc très juste avec le biberon, c'est que du coup, pour ma 3e grossesse, donc j'ai pas pu allaiter mon fils à la maternité. Donc, on était vraiment parti sur le projet biberon induit. Et je le vivais très 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 mal parce que j'avais déjà pas choisi tout ce qui m'arrivait, et en fait au moment où on est sorti de la maternité, la première chose que j'ai pensé, c'est justement on parlait d'espace public et de représentation. Vu que j'étais une mère allaitante pour mes précédentes grossesses, enfin mes précédents enfants, 10 jours, 18 mois. Dans ma tête, là, c'était obligé. En fait, c'était même pas. Je m'étais pas projetée différemment. J'allais me projeter en tant que mère allaitante. Et là, je me retrouvais, par la force des choses, devenir une mère biberonnante dans un schéma qui, pour moi, il fallait tout déconstruire en 1 mois, quoi, parce que je suis restée 1 mois à l'hôpital. Et là, la première chose à laquelle je pensais tout le temps, c'est comment je vais faire pour donner un biberon à un nouveau-né devant tout le monde. Genre, j'avais honte de donner un biberon à un nouveau-né. Et pourquoi on n'en parle pas de ça? Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est dur à porter aussi. Tout comme, en fait, culpabilité des mères.
Et deuxième question que je me suis posée, comme une grosse conne, quand je suis arrivée chez moi, j'ai vu la boîte de lait, j'ai fait on fait quoi? On fait comment? Genre je donne quoi comme mot et tout. Je me suis mis à pleurer, j'ai dit je sais pas faire ça, je sais pas. Et en fait voilà, j'ai réussi à l'allaiter et j'ai fait mon truc. Mais je pense sincèrement que, à mon avis, psychologiquement et socialement parlant, je l'aurais très 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 mal vécu de donner un biberon et ça aurait été un sacré challenge pour moi de comprendre en fait. Comment peut-être que ça aurait été cool, j'aurais appris un truc de plus, mais j'ai pas vécu ça et ça a été une grosse pression quoi. Juste pour montrer qu'on peut parler de ces sujets sans se foutre sur la tronche entre parents allaitants, biberons au sein, tout ça. Ce que tu évoques là, moi, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec une amie qui disait, nous on parlait d'allaitement, donc ma fille elle était 4 ans, elle me disait mais je sais pas comment vous avez fait, enfin surtout Noëlla, hein, clairement, faut pas se mentir. Et moi en fait à chaque fois je lui disais mais moi je sais pas comment vous faites. Parce que je sais même pas s'il faut nettoyer, pas nettoyer. Et puis, la dose de trucs à trimballer quand tu pars en balade, en vacances, en machin, en truc. Enfin, nous, on a une écharpe, un téton, c'est fini, quoi. Tu vois, donc, et on n'a pas posé la question de la température ou quoi. Donc, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que je trouve que ces chemins-là de discussion sont empathiques, sont beaucoup plus intéressants et rassemblent, comme on le disait tout à l'heure, plutôt que de se dire que tes choix sont différents du mien, donc ils sont moins bons, ou tu juges le mien. Peut-être qu'on pourrait s'intéresser à comment l'autre vit son choix, ben justement parce qu'en fait, moi, tu vois, par exemple, je me suis jamais posé les questions que toi, tu t'es posées. Je trouve ça passionnant. Donc, il y a peut-être un chemin à creuser là, au niveau du féminisme et de l'allaitement, quoi. Merci. On va passer aux questions-réponses, mais juste pour finir, moi non plus, je me les étais pas posées. Moi, j'ai allaité mes enfants, donc j'ai pas eu l'expérience biberon, mais c'est des personnes que j'ai interviewées pour mon livre qui m'ont dit ça. Et il y en a une qui m'a dit, sur Instagram, c'est complètement l'inverse. Il y a aucune maman qui donne un biberon, il y a aucun papa qui donne un biberon, et on se sent seul. Voilà. Donc, il y en a peu. En tout cas, on va dire. En tout cas, c'est vrai que moi, j'en vois pas. On va passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions sur l'allaitement dans l'espace public, dans la société française, allaitement et féminisme, la parole est à vous. C'est pas vraiment une question, mais je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'un petit garçon. Et je trouve que moi, j'ai allaité mes 2 enfants et mes 2 enfants ont tiré leur lait, que ce soit ma fille ou mon fils. Et le choc, que ce soit de la part de la famille, d'autres, de voir un petit garçon mettre son bébé de quelques mois, petites années, il a 3 ans, donc pas bien vieux. Je trouve que moi, je suis hyper fière. À chaque fois que je le vois, je suis là. Yes, bravo, je suis hyper fière de toi. Et je me dis que c'est des petites pierres pour l'avenir, des petites graines semées. Et je pense que ça peut être un premier bon moyen de choquer la belle-mère. Désolée belle-mère. Voilà, avec nos fils. Merci. Pareil, c'est plus un témoignage qu'une question. En fait, donc j'ai une fille de 19 mois et puis un bébé de 3 mois. Et donc la grande, j'ai toujours continué de l'allaiter et je bosse pour une grosse boîte, on va dire. Je bosse pour L'Oréal. Et donc j'ai tiré mon lait et pendant la réunion en fait. Mais on entendait bouf, 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 comme ça. Et puis il y a un moment, il y a un homme qui me dit mais c'est quoi le bruit derrière toi? Mais c'est le métro? Je dis non, c'est pas le métro, je tire mon lait. Et là, un gros blanc qui un peu tendu. Et je dis oui, pourquoi? Non, comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, les gens me demandaient pourquoi tu t'en vas toujours à telle heure. Enfin, j'avais des tirages à heure fixe. Et en fait, à force d'en parler et de dire je tire mon lait, ou quand on me pose une question, je vais tirer mon lait, c'est devenu naturel en fait. Ah, Sarah, elle est pas là? Oui, elle tire son lait, pas de problème. Mais même pour mon boss, du coup, je pense que vraiment, dans la ligne de ce que tu dis, plus on en parle, plus on désamorce le truc et plus ça devient normal en fait. Bonsoir. Moi, c'est pas une question, c'est pareil, c'était pour revenir un petit peu à quand tu disais que souvent tu disais que c'était bien pratique l'allaitement parce que c'était gratuit. Et moi, mon mec, il disait ça aussi. Et en fait, je suis kiné libérale. Et du coup, j'ai bien vu, et il a bien vu aussi, une fois que j'ai repris, en fait, hors des tirages, qu'on avait augmenté le budget d'au moins 120 € par semaine sans tirer, quoi. Donc, c'était assez conséquent quand même le temps que je passais à ne pas prendre de patient pour pouvoir tirer mon lait. C'est pas une question, moi non plus, mais en ce moment, je pense beaucoup à ça, au problème des médicaments disponibles pour l'allaitement. Certes, il y a quand même plus de choses que ce que les femmes pensent, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Et moi, je me suis retrouvée plusieurs fois en difficulté comme ça, avec des médecins qui me disent « c'est bon, là, t'as allaité pendant un mois,
ça sert plus à rien, c'est bon, il a des bonnes joues, arrête, ça sert plus à rien et tu vas prendre ton traitement. Mais non, moi je veux être soulagée et je veux allaiter. C'est possible ou c'est pas possible? Mais c'est pas possible visiblement. Et tout comme il n'y a pas du tout de traitement pour les nausées des femmes enceintes, tout ça, enfin, c'est pas du tout intéressant ou c'est pas efficace. Il y a énormément de maux de grossesse qui sont pas pris en charge, qui sont pas soulagés, mais on s'en fout parce que de toute façon c'est les femmes, c'est naturel, c'est la grossesse et voilà. Et franchement, l'allaitement me pose vraiment question. Et là récemment, j'ai fait une scintigraphie et c'était pareil. On m'a dit vous allaitez, pendant 48 heures vous donnez pas votre lait. Et en fait, ils se sont pas intéressés à la question de savoir. Je leur ai dit, vous êtes sûr pendant 48 heures? Enfin, c'est quoi comme produit? Je vais me renseigner et tout. Mais en fait, non, c'est comme ça. Je vais pas me casser le cul à chercher. C'est 48 heures. Et c'est pas grave pendant 48 heures. Si, c'est grave pendant 48 heures. Et bon, finalement, ils ont cherché et c'était que 13 heures. Donc, c'était déjà mieux. Mais comme quoi, c'est juste que ça les intéressait pas au début. Et voilà, profondément triste. Enfin, moi, ça me révolte. Et souvent, dans ces moments-là, appeler une consultante en lactation qui va se fendre d'un petit courrier. Et si besoin, on met les médecins en lien avec des médecins et on appelle un centre de pharmacovigilance. Vous en avez qui sont vraiment exceptionnels. Je pense à une maman qui a déclaré la sclérose en plaques juste après avoir donné naissance à son bébé. Et son médecin lui disait, ça suffit, votre lubie d'allaiter. J'en ai parlé à un centre de pharmacovigilance, en l'occurrence celui de Lyon, et ils sont absolument exceptionnels. Ils ont dit, on a compris, vous êtes consultante en lactation, ils vont jamais vous écouter. Et donc, le médecin du centre de pharmaco a appelé le médecin de la dame, l'a enrôlé dans une étude clinique pour vérifier les effets indésirables. Et cette maman a pu allaiter, je crois, 21 mois. Donc en fait, dans toutes les familles de médicaments, il en existe qui sont compatibles avec l'allaitement. Si on regarde le Vidal, à chaque fois, il sera noté interdit, déconseillé aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. C'est le cas pour les médicaments comme pour plein de plantes, mais il existe des alternatives. Vous avez le centre de recherche des agents tératogènes, le CRAT.org, qui référence bien les médicaments, les lactariums, les centres de pharmacovigilance, et fort heureusement aujourd'hui, l'information commence à se diffuser. Mais oui, il y a plein de médecins. J'ai une foule d'anecdotes, malheureusement, sur le sujet, qui vont être un petit peu jugeants et puis hostiles à l'allaitement, mais c'est pas leur problème. Donc, on va faire un petit courrier éducatif. En fait, souvent, ils cherchent pas. Et en fait, nous, c'est pas forcément notre spécialité et que nous, on n'est pas cardio, on n'est pas machin. C'est ça, appeler la consultante en lactation. Ouais. Nous, on est là pour ça. Vraiment, nous, on a accès à des bases de données, c'est super facile. Et puis, je peux vous dire que le petit courrier qui valorise la poursuite de l'allaitement, ça fait belle lurette que je l'ai écrit. Donc, je peux le recycler très facilement parce que ce genre de situation, j'en ai eu plein. Et vraiment, moi, ça me prend maintenant 20 minutes de faire le courrier. Vous en faites pas. On va éduquer un peu le gentil médecin. C'était aussi une des raisons de ma participation au livre, c'est que j'ai eu un cancer du sein pendant mon premier allaitement et donc j'ai été opérée pendant mon premier allaitement, j'ai eu une mastectomie et effectivement les médecins à l'hôpital m'ont dit il y a au moins une semaine sans allaiter parce qu'on vous a injecté tout un tas de trucs, etc. Et en fait, j'ai même pas eu la liste de ce qu'on m'avait injecté, donc c'est-à-dire que pour eux, c'était même pas un sujet. Si vous avez un cancer du sein, de toute façon, l'allaitement, c'est le cadet de vos soucis. Et donc voilà, on m'a dit une semaine, je sais pas du tout. C'était un truc complètement aléatoire parce que je sais pas ce qu'on m'a donné. Et en fait, ils m'ont dit ça au pif. Ils ont dû se dire une semaine, on est large. Voilà. Il se trouve que j'ai continué à allaiter 3 mois après. C'est vrai que les médecins, globalement, sont souvent en plus des hommes et on s'en foutent, quoi. Un peu. C'est un truc de bonne femme, quoi. Pour en revenir, là, tu as une maladie. Moi, j'ai eu un accouchement. J'ai fait une appendicite en fait à 7 mois et demi de grossesse, qui est partie en sucette. Et du coup, au moment de mon accouchement, donc césar en urgence, j'avais des trous dans le ventre et compagnie, et j'étais surtout sous morphine, donc qui est incompatible. Pas de bébé avec moi parce que dans le même état que moi, etc. Machin. Et en fait, pareil, quand on parle de 48 heures, eux, les médecins vont dire voilà, c'est 48 heures, sauf que chaque heure compte. Surtout quand on essaye de mettre en place. Et je me rappelle que je prenais, je crois, de la morphine, je souffrais le martyre. J'attendais 7 heures pile, je tirais 2 gouttes, je le donnais, et tout le monde me regardait comme une grosse tarée. Mon mec, le premier, qui lui voyait la souffrance et cette espèce d'entêtement qui était pas du tout... Et puis c'est des moments où t'as pas envie de partager ça. Genre, j'avais pas envie de commencer à lui expliquer pourquoi je m'entêtais, nanana. Je lui disais, fais-moi confiance, je fais mon truc. Et donc, dans ces moments-là, il y avait une consultante en lactation qui était dans le service. Dès qu'elle a entendu que j'étais dans un
dans un trip et il fallait me laisser faire et j'avais besoin d'aide, elle venait en fait à chaque fois dans la chambre, vérifier tous mes traitements, vérifier tous mes trucs. Il me dit Ali, là t'as 6 heures devant toi, là t'as 4 heures, là t'as truc, là t'as machin. Et on faisait une espèce de tambouille de médicaments et d'antidouleurs et de trucs. Et en fait, toutes ces petites choses mises bout à bout et son aide à ce moment-là, et c'est là que j'ai découvert que ce métier existait, a fait que je suis sûre et certaine qu'un mois plus tard, cette montée de lait, elle n'est pas arrivée par hasard. C'était chaque petite goutte, chaque petite heure. Donc, et pareil, quand on a des messages comme ça de je dois avoir une anesthésie générale, il y a un truc qui me tombe sous le nez, des fois c'est juste une jambe cassée, hein. Enfin, il n'y a pas que des choses qui sont dramatiques. Et bien, qu'est-ce qu'on entend? Oui, en fait, pas d'allaitement pendant 48 heures, non, c'est faux, bim, le lien du crâne. Et en fait, tout ça, ça devrait être dans nos carnets, dans les carnets de santé des enfants, et on devrait juste pouvoir le savoir et y avoir accès facilement, mais c'est toujours pareil. Donc voilà. Mais il y a quand même des solutions, même pour les maladies et pour les anesthésies, il y a quand même des solutions, mais c'est encore une fois de plus à vous d'aller chercher l'info. Là, du coup, je vais me faire opérer bientôt, et c'est pas d'un truc grave, mais qui me fait souffrir tous les jours. En fait, ils attendaient que j'arrête l'allaitement pour me faire opérer. Donc, je leur ai dit OK, et là, je les ai appelés, c'est bon, j'ai arrêté l'allaitement. Pas du tout. Je vais juste faire ma tambouille, effectivement, et j'ai vu ce qu'ils m'ont prescrit pour le post-op, et je vais faire ma tambouille. Mais moi, je suis dans le médical, et mon mari aussi, et on va trouver ce qu'il faut. Mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est dramatique, en fait. Et en fait, flinguer un allaitement, ça a des conséquences. En fait, c'est pas juste l'allaitement, ça a des conséquences autres sur la mère. Absolument. Moi, je sais très bien, si j'arrête l'allaitement, là, c'est pas possible pour moi. Petit point d'information, rappelons que l'anesthésie péridurale est une anesthésie, l'anesthésie est par définition aussi une anesthésie. On peut accoucher par voie basse ou par césarienne, avoir subi une anesthésie et parfaitement allaiter derrière, même si c'est dans certaines circonstances une anesthésie générale. Point. Pour les traitements post-op, souvent. Oui. Je pense à une amie pédiatre consultante en lactation qui travaillait au SAMU, et puis ils vont chercher une maman allaitante qui a dû être placée dans un coma artificiel. Et elle savait que c'était une maman allaitante. Elle a dit à l'équipe, toutes les 3 heures, vous relayez, vous l'aidez à tirer son lait. L'équipe, ah bon, oui, attendez, elle est déjà dans le coma, elle va pas en plus nous faire une mastite. Donc un médecin qui a un petit peu de jugeote, et quand elle s'est réveillée de son coma au bout de 3 jours, elle a pu mettre son bébé au sein et tout allait bien. Et alors ce qui est mignon, c'est que pour la maman c'était évident, le papa il pleurait en disant déjà t'es vivante et en plus regarde ton bébé tête, c'est extraordinaire. Et ça c'est le genre d'histoire qu'il faut absolument diffuser. Merci tout le monde, on va pouvoir prendre un verre et discuter un peu entre nous de façon informelle. En tout cas merci d'avoir écouté. Je peux juste ajouter un dernier truc. Moi quand j'ai eu mon cancer du sein, du coup on m'a dit, vous pouvez allaiter après si vous voulez, etc. Mais bref, quand j'ai eu mon deuxième enfant, on m'a dit, par contre, votre surveillance, elle sera mise en pause le temps de l'allaitement parce qu'on ne peut pas faire de mammographie, etc. sur une femme qui allaite. Donc, je me suis dit, je vais faire un allaitement plutôt court parce que, voilà. Il se trouve qu'en fait, pas du tout. J'ai fait récemment une mammo et une écho en étant allaitante. Donc, c'est juste pour vous dire, si vous allaitez et que vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter et à aller passer une écho et une mammo. C'est tout à fait compatible avec l'allaitement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.